C'est très important de comprendre comment un virus fonctionne. La première photo de coronavirus dans les années 60 a été faite dans le même hôpital londonien où Boris Johnson a été traité du Covid-19. Avec humour, des biologistes décrivaient les virus comme des mauvaises nouvelles emballées dans des protéines. Un virus, c'est un microbe qui est complètement inerte et sa caractéristique par rapport à tous les autres microbes, c'est qu'il doit absolument rentrer dans une cellule pour pouvoir agir. Hors de la cellule, rien ne peut se passer avec un virus. Lorsqu'on est affecté par un virus, ça va pénétrer dans l'organisme, par exemple par les voies respiratoires, et le virus devra rencontrer la cellule pour laquelle il a un récepteur qui lui permette d'entrer. Et un peu comme un système de serrure de clé, cet accrochage va permettre au virus de rentrer dans la cellule. Et une fois qu'il est rentré dans la cellule, il va utiliser la machinerie cellulaire pour pouvoir répliquer son génome, produire ses protéines et réassembler de nouvelles particules virales qui vont sortir de cette cellule et réinfecter d'autres cellules, ainsi de suite. Chaque virus a un génome qui sont leur carte d'identité et ce génome va pouvoir donner l'identité du virus, ses caractéristiques propres. Notre génome, à nous, c'est de l'ADN. Mais les virus ont la particularité d'avoir un génome soit de l'ADN, comme nous, soit de l'ARN. Et ça va avoir une conséquence si c'est de l'ARN. Par exemple, le SARS-CoV-2, qui est le virus responsable du Covid-19, c'est de l'ARN. Et comme le système pour répliquer l'ARN est moins fidèle que le système pour répliquer l'ADN, on va avoir des mutations qui vont s'accumuler et ça va avoir comme conséquence qu'on va avoir des souches qui dérivent beaucoup plus rapidement pour les virus ARN comme le SARS-CoV-2. Et donc, lorsqu'on connaît le génome, on peut le séquencer et une équipe du GIGA de l'Université de Liège participe justement à ce séquençage. Et grâce à ce séquençage, on peut suivre le virus et voir les différentes souches dans les différents pays quand elles apparaissent. Et donc, on peut savoir s'il est venu de Chine, s'il est venu d'Italie, s'il est passé en Belgique et de Belgique, où il est allé. En quelque sorte, on arrive à recréer l'arbre généalogique du virus. Le SARS-CoV-2 fait partie de la famille des coronaviridae ou coronavirus. Pourquoi coronavirus? Parce que ce virus est entouré d'une couronne de protéines qu'on peut très bien voir en microscopie électronique. La scientifique qui a pris la première photo de coronavirus dans les années 60, c'est June Almeida. C'était une spécialiste de la microscopie électronique. Et pour la petite histoire, cette découverte a été faite dans le même hôpital londonien où Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a été traité du Covid-19. And the reason in the end my body did start to get enough oxygen is because for every second of the night, they were watching. Si on essaye de savoir quel est le virus le plus dangereux pour l'homme, c'est plus compliqué que juste regarder son taux de mortalité. Par exemple, la rage, c'est le virus le plus mortel. Une fois qu'on a les signes cliniques, 100% des personnes vont décéder de ce virus. Fort heureusement, il n'est pas très contagieux parce qu'il ne peut se transmettre seulement que par morsure d'animaux. À l'opposé, on a le virus de la rougeole. Sa mortalité n'est pas très élevée, surtout dans nos pays, un peu plus élevée dans les pays en voie de développement. Par contre, il est très contagieux. Donc à l'échelle mondiale, on va avoir plus de morts de la rougeole que de la rage, par exemple. Alors, si on parle maintenant du SARS-CoV-2, donc le virus qui est responsable du Covid-19, pour le moment, on n'a que des approximations, parce que tant qu'on n'a pas une idée globale de cette épidémie, de sa mortalité, on peut que avoir une idée générale, mais pas de chiffres précis, pas de moyenne précise. De plus, si on veut voir l'impact d'une pandémie dans nos sociétés, ça ne va pas dépendre seulement du virus et de son pouvoir de se propager, ça va dépendre aussi du contexte. Si on prend l'exemple de la grippe espagnole, c'était juste après la guerre.
tout le système hospitalier en 1918 n'existait plus. Il y avait énormément de comorbidités parce que les gens étaient épuisés, énormément de déplacements de population vu que les soldats rentraient chez eux, etc. Et qu'au départ, on pensait même que c'était une bactérie. Hein. Donc le contexte dans lequel interviennent ces infections virales va déterminer le devenir de cette pandémie. C'est très important de comprendre comment un virus fonctionne parce que, comme on vient d'en parler, chaque virus a son mode de fonctionnement. Et mieux on comprendra le mode de fonctionnement d'un virus particulier, plus facilement nous pourrions combattre ce virus ou développer un vaccin.